Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décrypte, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 26e épisode des Tontons Golfeurs. Sur ce dernier jour de l'année, on est tous les trois, Kevin, Antoine et Sébastien. Bonsoir messieurs. Et ensemble pour une fois. Et ensemble en plus, ensemble. Magnifique. Salut les gars, je peux dire bonjour? Ouais. Salut les gars. T'as été gâté pour Noël? Ouais, j'ai fait ma lettre au Père Noël, j'ai tout reçu. Sauf ma Ferrari que j'ai demandé, ils m'ont envoyé une Ferrari miniature. En majorette. Tu t'es encore fait avoir. Exactement. Part toujours par le même Père Noël du Super U. À chaque fois, il essaie de m'avoir et il m'a eu. Donc, Bon, après, Lamborghini, c'est pas si mal. Non, mais je préfère. Non, mais c'est des tracteurs à la base quand même. Non, mais je préfère ma Ferrari. Pas grave, je le fais avec. Bon, en tout cas, voilà, on espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que le réveillon se prépare bien. Si vous nous écoutez un 31 décembre, c'est sûrement que c'est pas vous qui vous occupez du dîner. Et si vous commencez à vous préoccuper maintenant, c'est que c'était peut-être un peu tard aussi. Après, s'il nous écoute ce matin, le 31 décembre au matin, on est bon. C'est vrai. Mais bon. Et ça attention dépend quand même. d'où on nous écoute aussi, parce qu'il faut rappeler que on est écouté dans beaucoup de pays, donc dans bientôt 78 pays maintenant. Donc est-ce qu'on a un mémo? Donc il faut mettre le champagne au frais. Il faut pas parler de politique, pas parler de religion, pas parler de sport, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faut se pas faire parler chier. de grand chose, ouais. Et surtout, ne pas boire si vous conduisez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chips. Ça va être embêtant pour un. Bon, donc du coup, cet épisode un peu particulier du 31 décembre, on a fait il y a quelques semaines, ou plutôt quelques jours, des petits sondages sur Instagram particulièrement, pour vous demander de nous poser des questions. Déjà, merci à tout le monde d'en avoir posé beaucoup. On va tâcher de répondre au plus grand nombre. Avant ça, il y a Kevin qui va nous parler de nos partenaires. Vas-y, Kevin, je te supplie. Ouais, il n'y avait pas un grand changement de ton. C'était pas très clair, mais bon, je vais quand même prendre la parole. C'est le dernier jour de l'année, laisse-moi me reposer. Et un grand merci du coup à Callaway pour son soutien tout au long de l'année et le soutien de ce podcast. Un grand merci à Golf Planet sur un média digital sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité golfique et évidemment les tontons golfeurs tous les 15 jours. Et un dernier grand merci à Wally Clubmaker pour tout le montage vidéo et pour toutes ces petits shortcuts, voilà, toutes les choses que vous avez vues apparaître sur les réseaux sociaux. Donc un grand merci à eux pour leur soutien. Un grand merci à tous les trois. On va aller tout de suite dru dans le pentu, comme on dit. On va aller directement dans les questions. On le dit pas souvent. Si, mais moi je suis pas loin de la Suisse, donc c'est dru dans le pentu. Et vu qu'on a sûrement des amis suisses, je vais peut-être me faire engueuler, ça se trouve ça se dit pas en Suisse. Bref, en tout cas, c'est une image de mauvais français qui fait des blagues sur les voisins. Je suis désolé, je me sens un peu bête là. Mais du coup, on va commencer par la première question qu'on a sélectionnée parce qu'il y a tenu à cette question qui nous l'a posée à chaque fois qu'on faisait le sondage. Donc, qui nous vient de David Le Métayer, qui nous demande comment on fait pour devenir tonton golfeur. Messieurs. Déjà, comme on l'avait expliqué au premier épisode, c'est vrai que cette aventure naît d'une amitié lointaine où on s'est connus tout simplement sur les tournois de golf. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, tout simplement, c'était très bien de se voir sur les tournois de golf. Et puis, il y a des affinités qui se sont créées. Et puis, Kevin est devenu ami avec Sébastien. Kevin est devenu ami avec Antoine. Et puis, Sébastien avec Antoine. Donc, c'est parti de là, déjà. Et ensuite, cette idée qui nous est venue il y a un peu plus d'un an, du coup, de se dire, très bien, mais ça pourrait être sympa de se faire aussi une aventure, entre guillemets, professionnelle et aussi amicale en commun, notamment autour du golf. Et c'est là où sont venus les tontons golfeurs. Bien évidemment, on avait fait une référence au tonton flingueur, à ces films. D'ailleurs, non, c'était juste un film ou c'était plusieurs films? J'avais un doute par rapport à ça. Non, le tonton flingueur, c'est un seul film. Voilà, je croyais qu'il y avait plusieurs films qui étaient sortis sur ça. Donc, il y a plusieurs scènes qui sont historiques, mais c'est vrai que c'est une belle aventure. En tout cas, quand on voulait faire un truc ensemble, partager notre passion du golf. Puis on aime bien parler aussi, on aime bien déconner. Donc ça réunit beaucoup d'éléments ensemble. Ça, c'est la case pour être tonton golfeur.
Donc c'est nous les tontons golfeurs, mais ça a été un très long sujet de est-ce que c'est nous les tontons golfeurs ou est-ce que c'est nos auditeurs ou est-ce que c'est les deux. Donc David, si tu te sens tonton golfeur, ça nous fait plaisir. Et on t'accepte en tant que tonton golfeur. Ouais, donc vous êtes un peu toutes et tous des tontons golfeurs aussi en nous écoutant. On passe du coup à la suite des questions. Alors je vais prendre on va citer tout le monde à chaque fois. Alors ça sera parfois des pseudos, donc c'est pas facile, mais on va citer tout le monde. Donc là c'est la question de Fou à Nice. Un enfant voulant être performant au golf doit-il forcément prendre des cours particuliers? Alors on va demander les avis. Moi, les enfants, quand ils veulent être performants, c'est toujours deux mots que j'aime pas voir ensemble. Simplement parce que pour moi, un enfant, il doit avant tout s'amuser. Donc, il y a eu une interview il n'y a pas si longtemps que ça, en l'occurrence, de Kylian Mbappé sur Canal+, il me semble, qui justement disait le projet Mbappé, mais je suis le premier à vous le dire que le projet Mbappé, il n'existe pas en fait. C'est qu'avant tout, il fallait qu'il s'amuse et que ça soit l'enfant qui soit demandeur et que ça soit pas une réponse des ambitions passées ou des parents ou de la volonté qu'ont les parents d'emmener leur enfant dans cette direction-là. Je pense qu'il est très important en fait que le projet de l'enfant, avant tout, ça soit qu'il s'amuse. Et en fait, s'il cherche à être performant, c'est lui qui sera demandeur et c'est lui qui demandera du plus. Et du plus, ça va forcément se transformer en cours particulier parce que c'est rare que tout d'un coup, il y ait 5 enfants qui veulent prendre des cours ensemble et s'organiser des cours en groupe sur lequel, forcément, s'il y a 4 enfants dans le groupe ou 4 adultes pour les cours collectifs, le temps du pro, il est divisé par le nombre de personnes qu'il y a. Donc, potentiellement, l'efficacité du cours sera réduite pour l'enfant. Donc, moi, je répondrais vraiment par déjà enfant et performance. Personnellement, c'est Sébastien qui parle, c'est quelque chose qui, moi, me dérange beaucoup. J'ai envie qu'un enfant s'amuse. Pour moi, jusqu'à 12 ans, 13 ans, entendre parler de performance, c'est vraiment des choses qui m'embêtent. Sauf si ça vient à 100% de l'enfant. Et là où, dans ces cas-là, effectivement, des cours particuliers avec quelqu'un qui est capable de l'aider, ça me paraît important. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça et je conseille souvent aux parents qui me posent la question qu'effectivement la demande doit venir de l'enfant. Je conseille de toute façon quand même qu'ils restent dans les écoles de golf quoi qu'il se passe parce que je pense que ça doit être un jeu et c'est amusant pour eux d'être avec d'autres enfants pour partager et puis essayer d'aller peut-être dans des clubs où il y a peut-être plus des groupes plus des groupes de performance, j'allais dire des groupes plus élites, etc. Si jamais vraiment il y a une différence de niveau avec les autres. Et je leur conseille aussi de prendre une demi-heure par mois ou 2 fois par mois, une demi-heure de cours particuliers pour essayer de venir répondre à des questions, à répondre à quelques problématiques. Voilà, là je parle quand même pour des enfants assez jeunes. Après, passer les 12-13 ans, c'est vrai que là ça peut être passé sur 1 heure. Et c'est bien quand même d'avoir un suivi en cours particulier si l'enfant a envie de progresser différemment, de faire de la compétition, etc. Je pense que c'est bien. Mais tu vois, moi, pas plus tard que... Alors, on n'enregistre pas le 31, mais pas plus tard que hier quand j'étais à l'entraînement, parce que je n'étais pas à l'entraînement le 30 décembre. J'ai vu un enfant, tu vois, qui je crois, parce que je le connais de visu dans le golf dans lequel je m'entraîne à côté de Lyon, tu vois, un enfant qui je crois à 6 ou à 7 ans ou 8 ans, il faisait 2-3 degrés, il y avait de la bruine, il y avait du vent. Je peux te dire, moi j'étais à l'entraînement, là vraiment, c'est les seuls moments là où je vois vraiment mon activité professionnelle comme un métier, c'est-à-dire avec des contraintes, quelque chose qui ne me plaît pas, que je me dois de faire vis-à-vis de moi, mon patron. Et je le voyais en train de prendre un cours sur le parcours avec une doudoune, une écharpe, un bonnet. Il devait être congelé et il prenait un cours particulier sur le parcours. Et moi, ça m'a fait de la peine en fait. Je le voyais sur le parcours, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, je ne peux pas imaginer qu'il prenne du plaisir. Peut-être qu'il prend du plaisir et c'est génial. Peut-être que je me gourre complètement. Mais en tout cas, ça serait pas un cas unique, mais c'est un cas rare. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces cas-là qui rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un chocolat chaud
plutôt que d'être en train de s'entraîner dans des conditions qui, franchement, étaient dantesques. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il faut avant tout écouter l'enfant, de toute façon. Ouais, tant que l'enfant est demandeur, allez-y, fou à Nice. Mais s'il vous plaît, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire avec votre enfant, mais de manière plus générale, s'il vous plaît, ne forcez pas les enfants à faire de la performance, parce que s'ils veulent aller au golf, c'est parce que c'est un jeu et que c'est un jeu qui leur plaît. Donc, vous comprenez que moi, ça me touche beaucoup. Ce sujet me touche beaucoup parce que j'ai vu trop de personnes de nos âges en fait, se retourner après vers 18, 20 ans, 22 ans et en fait être presque dégoûtés du golf et de plus être des golfeurs sur le long terme parce qu'ils en ont été dégoûtés dans leur jeunesse par des choix qui n'étaient pas les leurs. Donc, si vous voulez que votre enfant aime le golf, laissez-le jouer au golf, pas encore performer, selon moi. Ouais, je ne vais pas développer davantage dans ce que vous dites parce que je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je vous propose de passer directement à la prochaine question. Une question qui nous a été posée par Robin Seb sur comment travailler la partie mentale avant une compétition, utiliser ma visualisation mentale. Alors, pour donner du coup mon point de vue à ce niveau-là, moi j'aimais beaucoup déjà commencer par essayer de rester dans l'instant présent. Je pense que la majorité des golfeurs, golfeuses ont des problématiques sur trop se projeter sur le futur, sur du positif, du négatif. Et malheureusement, pour moi, dans ces conditions-là, je pense qu'il n'y a pas pire que se projeter. On voit beaucoup d'interviews de joueurs qui disent tout simplement que voilà, j'essaie de ne pas regarder les leaderboards, j'essaie juste de me recentrer sur moi-même, voilà, de faire coup après coup. Donc, tout ce qui est avant au niveau de la préparation mentale, moi, c'est tout qui est fait pour rester dans le moment présent, que ça soit à travers... Alors moi, j'en ai pas fait beaucoup de méditation. Je sais que toi, Seb, tu vas pouvoir peut-être en parler parce que tu en as fait. Mais tout ce qui était en tout cas de la respiration, tout ce qui était essayer d'amener beaucoup de choses positives, c'était pour moi indispensable. Donc j'essayais toujours de potentiellement essayer d'être très stable émotionnellement et de pas penser à de la négation, si je puis dire. Si on essaye là de répondre du coup de comment travailler la partie mentale avant une compétition, il y a différentes façons de la travailler. Alors il y a avec des acteurs dont c'est le métier, donc des coachs mentaux, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, tout ce qui commence un peu par psy déjà, ouais, c'est bien. Il y a de nombreuses personnes. Parfois il y a des coachs de vie, c'est vrai, il peut y avoir toutes les personnes entre guillemets qui peuvent vous aider. Tout ce qui touche au cerveau peut être intéressant. Il y a peut-être dans ce que vous voulez faire en performance golfique, il peut y avoir des blocages qui viennent de plus loin, donc ça peut relever de la médecine pour un psychiatre ou pour de la psychanalyse si vous avez. Enfin, il peut y avoir des blocages qui vous empêchent de bien jouer au golf. Donc tout ce qui peut vous permettre de bien jouer au golf. On est tous les trois très ouverts de toute façon sur le sujet psychologie et compagnie. Mais quand quelqu'un a mal à la tête, il prend un Doliprane. Quand il a mal au cerveau, il va pas voir un psy. Moi, j'ai toujours trouvé ça presque choquant. Parce que tous, par le sport de haut niveau, on est éduqués à la préparation mentale et au fait que ça puisse ne pas aller, qu'on puisse avoir des blocages ou qu'on puisse avoir en fait simplement des points d'amélioration. Oui, c'est ça. Et ça fait plus de 20 ans en fait qu'on travaille dessus. Sans d'avoir envie de travailler sur soi-même, mais pour devenir une meilleure personne, ou pas forcément meilleure, mais en tout cas de mieux vivre avec soi-même. Ouais, de connaître un peu, de se connaître mieux. Enfin, c'est ce qui est fabuleux aussi dans la vie, c'est d'évoluer, de comprendre ses évolutions, d'essayer d'aller dans une direction. Pour reparler vraiment de la partie mentale avant une compétition, ce qui peut aider déjà, c'est une pratique que j'aime beaucoup faire, moi, vu qu'en plus de ça, la veille des tournois, on a... Là, je parle vraiment pour du très court terme, Robin Seb. C'est vraiment de la veille pour le lendemain, même si je crois parfaitement en ce que dit Kevin, que c'est un travail long-termiste, donc travailler avec quelqu'un est quand même très adapté. Mais nous, en tournoi, la veille, on a les positions des drapeaux pour le lendemain. Et donc, du coup, déjà, je schématise sur mon carnet de parcours là où sont les drapeaux. Du coup, où est-ce que vont être mes cibles, normalement sur les greens. Et après avoir fait ça... Très souvent, avant de me coucher, j'essaie de prendre 10-15 minutes pour imager mentalement, vu que tu parles, ou vous parlez, si tu parles, on est tous des tontons golfeurs, on a dit. Donc, tu parles de visualisation, mais justement pour visualiser, dans un premier temps, quelle serait la journée parfaite, donc quand je vais aller toucher toutes mes cibles, et après, je vais aussi visualiser des erreurs. Pourquoi visualiser des erreurs ? C'est déjà pour pouvoir accepter en amont le fait que je vais forcément rater des coups demain.
Ça, c'est obligatoire. C'est une des plus grosses étapes golfiques mentalement. C'est d'accepter qu'on va pas taper que des bons coups. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est pas de visualiser que j'ai fait un énorme serpent au 1, que j'ai mise 50 mètres à gauche et qu'elle est perdue. Ce qui va être intéressant dans la visualisation à ce moment-là, ça va être de se visualiser soit en train de réagir ou simplement de ne pas réagir à ce qui arrive et de comment je vais me comporter. C'est la visualisation, c'est pas que sur les coups de golf, ça va être aussi sur comment est-ce que je vais décider de me positionner face à une situation. Donc, est-ce que je réagis, est-ce que je réagis pas? Comment je réagis si je réagis? Et comment je n'agis pas si je n'agis pas? Donc, ça peut être de s'imaginer en train de marcher, mais la tête haute ou la tête basse, les épaules rentrées ou les épaules très à l'extérieur pour se garder grand. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui ça va être intéressant d'aller chercher en visualisation, qui est, je pense, l'une des rares techniques mentales qui doit être utilisée par une immense majorité. Là, je vais dire d'athlètes. Je ne parle pas forcément de golfeurs. Oui, parce que dans tous les sports. Tous les sports, ils finissent par parler de préparation mentale, de visualisation mentale, en amont, la veille, pendant même, parce que nous, on marche beaucoup aussi, donc il y a beaucoup de moments là où on peut visualiser. Et c'est vrai que c'est un sujet, de toute façon, qui est pas récent, mais qui est beaucoup plus mis en avant par les athlètes depuis, j'ai envie de dire 5 ans, 4-5 ans, 10 peut-être, mais comparé à avant. Et c'est les athlètes sont beaucoup plus prêts à mettre leur performance en avant grâce à la préparation mentale qu'ils ont fait avec leurs différents coachs ou eux-mêmes, chose qui était très peu dite avant. Et ils sont quasiment tous maintenant encadrés. Donc alors peut-être qu'ils l'étaient déjà un petit peu avant, mais ils l'étaient pas tant que ça. Mais que les meilleurs. C'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on n'entend que le témoignage des meilleurs, des mecs qui ont marqué leur sport. Ouais. Enfin, je dis mec, pas de manière sexiste, hein, mais mec, jouer un mec, les athlètes féminins et masculins. Mais quand tu regardes les commentaires des athlètes d'il y a 40 ans, ils te parlent tous déjà de visualisation. Mais vu qu'on n'en parlait pas, personne ne le notait spécifiquement. Mais tous les meilleurs de toutes les meilleures de toutes les disciplines parlent de ce qu'ils font mentalement pour être meilleurs, en fait, depuis toujours. Je pense que c'est depuis la nuit des temps que les meilleurs le font, en tout cas. Ok. Bah, j'espère qu'on a répondu en partie à ta question, Robin Seb. On passe à la quatrième même, de Virgile Crutel. Donc c'est CTL, mais je te cite quand même, Virgile. Si d'ailleurs vous voulez aller vous faire soigner les dents, vous pouvez aller le voir. En région parisienne. En région parisienne. Donc organisation des séances de practice plus est-ce que c'est bien de lire des livres? Alors, Antoine, tu as lu au moins 2 livres dans ta vie. C'est hyper méchant. La Bible, déjà, tous les soirs. C'est hyper méchant, mais bon, je vais quand même répondre pour Virgile, mais pas pour mon ami Quevin. Et en attendant Godot en 3e, je crois, non? Et encore, tu sais que les résumés derrière, ils allaient sur Internet à l'époque. Bref, on va parler de cette époque. Alors, organisation des séances de practice et regarder dans les livres. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est bien, c'est Woods qui l'avait dit récemment. C'est d'écouter les tontons golfeurs, vu qu'on a fait un épisode sur les séances de practice. Enfin, Virgile. Voilà, déjà, mais après, est-ce que c'est bien de lire des livres à ce niveau-là? Je pense que de toute façon, toute information est bonne à prendre et bonne à rejeter également. Je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans les livres, comme d'autres qui ne le sont pas. Je crois qu'il faut trier. Comme dans les vidéos, hein, Woods disait il y a une petite année ou un truc comme ça, il disait si vous deviez donner un conseil à ne pas faire, Stop ne watching regardez... YouTube Golf. Voilà, exactement, arrêtez de regarder les vidéos sur YouTube. Donc c'est quelque chose qui était très extrémiste, mais je pense qu'il y a du bon et il y a du mauvais, ça c'est certain. Donc dans les livres, je pense que c'est la même chose. Après, l'organisation des séances de practice, ouais, je pense que on va aller regarder tout ça dans plusieurs livres français. Enfin, je pense que c'est deux questions séparées. C'est 2 questions en une. C'est pareil. En fait, l'organisation des séances de practice, je pense qu'elle est, comme on l'a dit déjà dans un épisode, elle est primordiale si vous voulez progresser et pas juste passer du temps au golf pour passer du temps. Si vous voulez progresser, c'est bien effectivement de mettre un minimum de cadre sur votre séance de practice. Si vous venez 1 heure, une demi-heure, 2 heures, et voilà, d'essayer Est-ce que vous êtes là pour faire du wedging, du driving ou taper des fers? Est-ce que vous êtes là pour faire de la technique ou faire de la performance?
Donc c'est déjà d'avoir vraiment un but très précis sur la séance et ensuite de faire vivre cette séance avec, il va y avoir un peu de technique, il va y avoir de la performance. Mais ça, on en a fait un épisode entier, donc on va pas le refaire. Moi, c'était surtout par rapport au livre. Il y a un livre que j'adore, un livre de golf que j'adore, qui est de Harvey Penick, Le Petit Livre Rouge. Je sais pas si vous l'avez lu. Non, je l'ai pas lu. Donc Harvey Penick, non, Antoine Chavez, j'ai regardé Kevin. Hein. je le revois. Et Petit Livre Rouge d'Harvey Penick, un enseignant, je veux pas dire de bêtises, mais ça doit avoir pas loin de 100 ans, qui avait un petit livre rouge dans lequel, pendant tous ses cours, il notait des trucs, un truc qui s'était passé avec l'élève, et personne ne savait ce qu'il y avait dans ce petit livre rouge, et il l'avait donné à son petit-fils un peu avant de mourir. Et justement, son petit-fils l'ayant lu, ayant vu toutes les anecdotes. Il s'est fait beaucoup d'argent. En ayant vu toutes les anecdotes, il s'est dit mais ce bouquin peut révolutionner la vie des golfeurs avec toutes les anecdotes que mon grand-père a écrites pendant toutes ses leçons, toute sa vie. Et il lui avait demandé est-ce que ça te dérange si je le publie pour en faire un livre ? Et Harvey Penick avait dit non, pas de souci. Je ne connais pas ce livre, tiens. Mais c'est un régal. J'en ai lu un paquet, on peut en citer quelques-uns. C'est un régal, il y a une citation que j'adore de ce livre, qui dit, donc c'est Harvey Penick qui l'a écrit, et je sais pas pourquoi, je crois que c'est l'une des seules que j'ai retenues, il disait, si vous voyez un joueur arriver avec un très bon swing et un mauvais grip, n'ayez pas peur. Si vous voyez un joueur arriver avec un mauvais swing et un bon grip, n'ayez pas peur. Par contre, si vous voyez arriver avec quelqu'un avec un mauvais swing et un mauvais grip, soyez extrêmement vigilant. Donc vraiment dans l'idée de quelqu'un qui a tout à l'envers, si ça se trouve, c'est juste qu'il a trouvé sa manière de faire. Donc, qui va peut-être être un très bon golfeur. Par contre, quelqu'un qui tient très bien le club, mais qui le bouge mal, n'ayez pas peur. Et quelqu'un qui a un très bon swing, mais qui a un mauvais grip, vu qu'il tient pas le club, oubliez. Mais j'aime bien cette citation du bouquin. Ouais, dans les livres, moi c'est surtout des livres sur la partie mentale. Hein, où Chaque coup doit avoir un objectif, peut-être. Il y a Bob Rotella qui en a écrit pas mal, qui sont bien. Il y a aussi Objectif 54 qui était bien aussi. C'était surtout sur cette partie-là. Après, il y a évidemment la plus longue partie de golf. Il y a un truc comme ça sur l'histoire de Francis Ouimet aussi qui est fabuleux. Ça, c'est plus façon roman. Qui a été faite par Walt Disney aussi, qui a été refait. On l'avait regardé chez toi. Ouais. On était à deux doigts de pleurer. Ton père était rentré en disant vous regardez quoi? Donc on n'avait pas pleuré. Et il y a le livre forcément de Bobby Jones aussi qui est de. Il y a Nicklaus et Bobby Jones. Nicklaus et Bobby Jones, il y a de Ben Hogan. Ben Hogan, c'était Ben Hogan, c'était pas Bobby Jones, mais c'est parce que j'étais sur les films. Mais oui, de Ben Hogan évidemment, qui est ultra connu, qui explique beaucoup de choses quand même, notamment sur tout le travail technique. On peut dire que Ben Hogan c'était un des premiers vrais techniciens. C'est lui qui a craqué le code. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a craqué le code, qui a trouvé le cheat code du golf. Du swing de golf. Donc il explique beaucoup, notamment sur le grip et sur l'utilisation des poignets avec la pronation, la subination. Donc c'est assez intéressant. Il y avait un livre, c'était ma méthode de Tiger qui est à peu près sorti de notre génération. 2000, on l'a tous. Doit sortir en 2000 à peu près, ouais. Donc ça c'est assez marrant aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contenu. La plupart des livres, je trouve, sont pas mal faits et valent le coup d'être lus. Après, effectivement, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'il faut arriver à trier les informations. Il y a des choses qui ont bougé depuis, il y a des choses qui sont vraies ou pas vraies, qui dépendent, qui ne sont pas forcément adaptées à vous. Un peu comme sur les vidéos que vous pouvez regarder. Sauf celles des Tonton Golfeurs. Sauf celles des Tonton Golfeurs qui sont spécifiquement que pour vous. C'est un secret. Donc voilà, mais partagez-le. Je pense que c'est bien de lire des livres en tout cas, et de façon générale je pense que c'est bien de lire plus de livres, parce que c'est vrai qu'on en lit de moins en moins, et les jeunes d'aujourd'hui n'en lisent quasiment plus, à part à l'école, et encore tu fais ton vieux jeu un peu. Donc non, je pense que c'est bien, c'est bien de lire, et en plus si vous pouvez offrir des livres sur la passion de la personne, donc sur le golf, c'est toujours bien pour les obliger à lire. Voilà. Pourquoi tu rigoles, toi ? Je rigole parce que je crois que dans ma vie, j'ai dû lire beaucoup plus de livres avec mon fils, Petit Loup, quelque chose, plutôt que d'autres livres. C'est pour ça que je me dis, putain, mais j'ai quand même une culture littéraire qui est vraiment le néant, mais je regarde beaucoup plus de vidéos que lire de livres. Donc, à part vous aider sur des petits loups, apprends à manger ou à s'habiller, je vais pas pouvoir vous aider sur grand-chose d'autre, sur les lectures de livres en tout cas. Pour la question d'après, ça n'a rien à voir, mais tu vas pouvoir l'aider, du coup, je pense aussi. Donc, c'est Mousse Af.
qui nous demande jouer un chiffre en commençant le golf après 40 ans, rêve ou réalité. Ça pourrait être le titre d'un bouquin. Exactement. Mais pour ça, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour être bon au golf et il n'y a pas d'âge pour arriver à un chiffre. Je connais des élèves qui ont commencé le golf, pas à 40 ans, mais ils ont commencé à 35 ans. Et au bout de 2 ans, ils sont arrivés à un chiffre sans aucun problème. Je pense que ça va dépendre de plusieurs paramètres. Et le temps que vous êtes capable de dégager aussi, parce que vous dire que à 40 ans, si vous pouvez jouer que 2 fois par mois, c'est certain qu'atteindre un chiffre, ça va être compliqué. Donc ça va être la première chose. De 2, ça va être ensuite votre motivation, à pouvoir aussi être capable d'engranger aussi des séances, parce que c'est pas forcément évident si vous avez du temps de pouvoir balancer autant d'investissements physiques, moral dans ça. Je veux dire, pour moi, il y a aucune contre-indication à ce que ce soit une réalité de devenir un chiffre à 40 ans, quoi, parce que c'est largement réalisable. Non, c'est réalisable, mais comme tu dis, ça dépend de certains paramètres. Ça va dépendre aussi de votre condition physique, de ce que vous êtes capable de faire, parce qu'un chiffre, ça veut dire d'aller jouer du fond, ça veut dire d'aller jouer des boules blanches. Donc forcément, si physiquement déjà vous avez des blessures, vous avez des douleurs, ou que vous avez un physique qui vous permet pas de taper un minimum à une certaine distance, ça va être compliqué. Il y a quand même cette notion de temps qui reste quand même la plus importante pour moi, parce que ça va demander beaucoup de temps. Et puis, il y a des personnes qui ont des aptitudes et d'autres qui n'en ont pas. Malheureusement, moi, c'est ce que je dis à certains élèves de temps en temps. Bah oui, il y a des personnes où c'est plus facile que pour d'autres. Voilà. Après, c'est aimer le challenge et aimer progresser au golf qu'il faut aimer. C'est la quête du golf qui est intéressante. Effectivement, tout le monde ne peut pas arriver au même niveau. Et il y a des sportifs de haut niveau qui vont arriver à une reconversion dans le golf, entre guillemets, loisir, mais qui vont arriver très rapidement à arriver à un chiffre, alors que d'autres, ça va être plus compliqué. Donc, ça dépend quand même de pas mal de paramètres. Sur le papier, il n'y a rien, en tout cas, qui pense à croire que c'est qu'un rêve. Ça peut être une réalité, en tout cas. Alors moi, la seule chose que j'ai à rajouter, elle va plaire à Mousse, mais pas à beaucoup de personnes qui écouteront, c'est qu'il faut aussi se rassurer que quelqu'un qui est 9 d'handicap, il joue 15 ou 16 en stroke play en moyenne. Ouais. En fait, donc être 9 d'handicap, c'est pas jouer 9, c'est jouer 15 ou 16, si on devait compter tous les coups en stroke play. Donc ça plaît pas à ceux qui sont 9. Mais Mousse, si ça peut te rassurer, en fait, c'est ça qu'il faut réussir à faire en stroke play, parce que c'est en jouant régulièrement aux alentours de 15-16 en fait, que tu finiras par descendre à 9, parce que c'est la moyenne de score d'un joueur 9 d'index. Elle n'est pas à 9. Et ça, on a une question plus tard aussi, mais on peut embrayer là-dessus, qui était de Seb Clément, qu'on a reçu, qui nous demandait le pourcentage. Et je crois que le pourcentage de fois là où quelqu'un jouait son handicap en stroke play. Donc en stroke play, c'est quand on compte tous les coups. On ne peut pas faire de croix, on est obligé de compter tous les coups. Et je crois que c'est 8% du temps que quelqu'un joue mieux que son index. Et donc que les gens sont toujours contents quand ils jouent leur index. En fait, ils sont juste déçus du score, mais ils vont te dire ouais, j'ai joué 8, mais en étant 8 d'handicap, c'est vachement bien en fait. Enfin moi c'est mon avis Non mais c'est vrai que c'est un peu la méthode de calcul qui mais c'est juste que c'est plus la même benchmark qui a été changée plusieurs fois d'ailleurs, mais il y en a jamais eu vraiment de bonnes ou de moins bonnes, mais c'est vrai que la performance du golfeur et l'index du golfeur est basé sur ses meilleures performances et pas sur sa moyenne. Et du coup en fait c'est pas je suis 8 d'handicap, je joue 80. Et ça c'est l'erreur de calcul que font je pense la plupart des golfeurs, c'est d'imaginer que leur index c'est leur moyenne de score, alors que non, sinon ça s'appellerait pas index, ça s'appellerait moyenne de score. C'est qu'un index de 8. Bon, je suis désolé pour ceux qui sont 8 et qui ne veulent pas forcément entendre ça, mais la moyenne de score, c'est pas 11 au-dessus du par ou 12 au-dessus du par. S'ils comptent toutes leurs cartes de l'année en comptant tous les trous, leur moyenne de score, 8, elle est peut-être à 14-15 chez eux. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà un bon golfeur, jouer 14 ou 15 chez soi. Mais j'ai une référence quand je suis passé pro. Sur mon index, j'étais moins 4,5. Bravo Antoine. Voilà. Et sur ma moyenne de score, j'étais à 73,48. Donc forcément au-dessus du par. Donc voilà, j'étais 5,5, 6,5 au-dessus de
de mon index par rapport à ma moyenne de score. Donc c'est sûr que... dément. Qui a été le plus bas ici? Moi, j'ai été moins 4,7. Ah, moi j'ai regardé il y a pas longtemps. En ce moment, avec le nouveau calcul de handicap, je suis tombé sur mon espace licencié de la FF gauche. Je crois qu'aujourd'hui, je suis moins 5,9. Ah, t'as continué Ben, en fait, c'est juste quand j'ai joué des épreuves françaises comme le Grand Prix à Arcachon quand j'avais joué il y a 3 ou 4 ans, ou l'Omnium de la Riviera. Vu que c'est des compétitions, je pense, parce que ça compte pas le championnat de France Pro ou des trucs comme ça. Mais donc mon index a évolué ces 3-4 dernières années. Donc je suis moins 5,9 là. Moins 5,9 avec une moyenne de 82. J'ai vu aussi, donc c'est vrai que là il y avait une grosse différence. À l'aller. Donc c'est vrai que non, après pro, j'ai pas été moins 4,5. Moi, pro, enfin avant de passer pro, j'étais moins 3,5 je crois, ou moins 3,3 au mieux, dans ces eaux-là. Ouais, mais il y a une vraie différence d'évolution des calculs. Ça dépend des années. Moi, l'année aussi où j'avais joué, on avait tous des index de fou à un moment là. C'était juste après que je sois passé pro. C'est pas une vanne. Ouais. C'est juste après que je sois passé pro. Il y avait des SSJ dans tous les sens, automatiques, je crois déjà à l'étranger. Mais c'était avant. Moi, c'était quand j'étais au pôle ou autre. Bon, j'en sais rien. Bref, en tout cas, arrêtons de parler de nous et parlons de nos auditeurs. C'est pas hyper représentatif, c'est sûr. On passe à la prochaine question. Donc... Qui ne sera pas celle d'Adrien Salier sur la raclette sur la pomme de terre ou pomme de terre sur la raclette. Bon, Adrien, qu'on salue. On peut aller loin, sinon on dit moins ou moins. Hein on lui souhaite une belle année 2025, une belle saison 2025 en tout cas. Donc, tiens, on reste dans le sujet. Ça sera le gras, c'est la vie. Donc, ah bah oui, du coup, c'est le pseudo de la personne. Pseudo de la personne. Ouais. Donc voilà, on est toujours dans le même thème. Ça doit être le deuxième compte d'Adrien. Ouais, c'est quoi. Comment bien contacter ces longs fers? En les enlevant du sac. Non, déjà, c'est vrai que donc ces longs fers, je croyais que c'était les fers en plus quand j'avais lu la question tout à l'heure, mais là c'est sur les longs fers. Effectivement, il y a quand même une notion de niveau pour le coup. Ça sera toujours les clubs les plus durs à taper dans votre sac et à les mieux contacter. C'est plus facile de contacter un driver qu'un fer 5 ou qu'un fer 4. Pourquoi? Parce que le driver, déjà, la balle est surélevée, alors que la phase de club est plus grosse. La est plus grosse. Tu as une phase de club qui va plus facilement glisser sur le sol, alors que sur un fer, t'as un club qui est long, t'as une balle qui est toujours au sol, et il faut arriver à avoir généré suffisamment de vitesse et la contacter de la bonne façon pour arriver à ce que la balle décolle. Alors comment bien la contacter, c'est longs fers. Déjà, contacte 9 ou 8 fois sur 10 correctement la balle jusqu'au fer 7, 9, 8, 7, pour déjà espérer avoir un ratio qui sera déjà plus élevé sur tes longs fers. Pas hésiter, effectivement, comme Seb disait en rigolant, mais pas vraiment en rigolant, de les sortir du sac. Effectivement, si vous voyez que vous avez du mal sur le long terme à les taper, ou que vous faites très peu d'écart à partir du fer 7, votre fer 6, vous faites plus que 5 mètres de plus et vous faites 7 mètres de plus que votre fer 7 avec votre fer 5, ça sert à rien. Et c'est plutôt de prendre un petit bois, un bois 7, ou de prendre un hybride 6, un hybride 5, pour vous aider à garder cette hauteur de balle et vous faciliter le contact. Et en plus, il ne faut pas avoir de complexe à faire par rapport à ça, de se dire « Ah non, mais attends, mais mes potes, ils jouent ça ». La bonne réponse à donner, c'est regarder les sacs des joueurs et joueuses sur les senior tours. Vous regardez les sacs des joueurs sur le senior tour, il y a certains sacs qui s'arrêtent au fer 6. On parle si les mecs jouent sur le Senior Tour, je pensais là au Champions Tour, sur le PGA. Donc c'est le Senior Tour pour le PGA Tour. Donc que des gens de plus de 50 ans. L'immense majorité a gagné au moins 1, 2 ou 3 fois sur le PGA Tour. Pour la plupart non, mais pour plein d'entre eux, ont gagné des tournois du Grand Chelem. Donc niveau capacité à pouvoir taper un coup de long fer correctement, les mecs ils savent faire quand même. Et ben eux, ils ont des hybrides partout dans le sac. Ils enlèvent les fers. Il y en a plein qui enlèvent le fer 5. On parle même pas des fer 2, 3 ou 4. Hein. C'est que ça a déjà été remplacé depuis des années. Et ça glisse encore jusqu'à avoir que le fer 6 en fer le plus fermé. Parce qu'ils sont conscients que c'est une question de vitesse. Ils ont perdu de la vitesse. Force, facilité de jeu. C'est peut-être se tromper de montagne à escalader, de vouloir contacter mieux ces longs fers. Si aujourd'hui la technologie nous le permet, pourquoi s'embêter à mieux contacter les longs fers quand on peut potentiellement avoir des clubs plus faciles à jouer en prenant des hybrides? C'est ça. Donc, parce que le coup de l'hybride qu'on n'arrive pas à jouer, c'est juste qu'il n'est pas adapté. C'est ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien un club qui est facile à jouer, c'est un hybride.
Et comment bien les contacter? Du coup, si je dois répondre à ta question très simplement, alors effectivement voir l'option peut-être de l'hybride, mais sinon c'est déjà d'avoir un swing qui est régulier, avec notamment un chemin de club qui est régulier et qui te permet du coup d'être déjà efficace sur un 9, un 8 ou un 7. Ça sert à rien en tout cas d'aller tout de suite s'attaquer à ces longs fers. Si jamais il y a une problématique de contact réel sur ces longs fers que tu n'as pas sur un fer 7, à voir si ta technique est suffisante pour pouvoir appréhender ces longs clubs. Donc ça c'est plutôt en se rapprochant de ton pro qu'il faut que tu vois ça avec lui, ou sinon passer sur un hybride. Tiens, on laisse Seb présenter la question d'après. Oui, donc ça, il y a un pseudo, mais je connais, donc c'est Thomas Fortin. Donc Thomas, merci pour ta question, il y en a eu d'autres. Et là, la question, ça va être Antoine qui va commencer à répondre. Donc, sur quel compartiment de jeu travailler pour s'améliorer le plus pour un débutant? Clairement, je pense que moi, ça va pas aller en avantage par rapport à ce que je fais, mais clairement, c'est travailler le grand jeu. Je pense que avant tout, lorsque vous commencez le golf, là, vous allez prendre du plaisir, là, vous allez commencer à vous amuser, c'est commencer à taper dans une balle, mais à taper loin dans une balle. Donc, je pense qu'en commençant déjà pour progresser pour un débutant, ça va passer par là. Ensuite, je pense que c'est important dans ce secteur de bien maîtriser les bases. Les bases au golf vont être sur le grip, une bonne posture, un alignement. Donc je pense que c'est là où il y a le plus gros du travail qu'il y a à faire. Et ensuite, notamment, la progression, pour moi, elle va essentiellement passer par là. On a tous fait un peu de mini-golf pour s'amuser un petit peu. Mais je pense que le putting reste quand même un secteur du jeu qui est important pour progresser, mais n'est pas prioritaire pour c'est pouvoir... que de la chance. Non, mais il est plus intuitif. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Et comme je le dis, je pense que la majorité d'entre vous qui nous écoutez, je pense que vous avez déjà fait du mini-golf et donc vous avez déjà un minimum d'acquis, si je puis dire, de compréhension sur comment faire rouler la balle dans une direction. Après, comment taper proprement la balle, on parlait sur une des questions qui a été posée avant sur les contacts. Je pense que voilà, pour commencer vraiment à progresser, le grand jeu intéressant et aussi commencer à contacter une balle correctement. Ouais, je pense que d'apprendre sur moi ce que j'appelle le cœur du swing, c'est en gros les 180 degrés, donc c'est un demi-coup pour moi, une demi-montée et une demi-traversée, ce qui représente, alors j'ai pas envie de dire chipping parce que j'aime bien le faire justement avec un club qui va être facile après à amener sur un grand swing, donc je suis déjà sur une position de plein coup, mais par contre j'apprends à faire vraiment des bons contacts sur des demi-swings. Et ça, en fait, ce passage-là, il est obligatoire pour tout le grand jeu. Donc, devenir très fort sur ce passage-là, pour moi, c'est une des premières choses que j'essaye de mettre en évidence avec les joueurs débutants. D'essayer de contacter, par exemple, on met un tout petit tee. C'est des tees en plastique sur les tapis. Et voilà, et le but, c'est de faire ce demi-swing et d'arriver à taper régulièrement ce tee. Après, tu mets la balle, hop, elle commence à partir, commence à avoir une balle décollée. Puis après, tu essayes de faire la même chose, tu enlèves le tee. Tu mets un bout d'herbe, moi je mets un peu d'herbe sur le tapis et je lui dis voilà, apprends à taper à l'herbe, il faut que l'herbe elle parte du tapis, tac, et pas en soufflant dessus. Donc du coup voilà, et c'est comme ça que tu apprends en fait à comment contacter la balle, comment arriver à faire tes premiers bons contacts, et puis après t'as plus qu'à agrandir à la montée et agrandir un petit peu dans le finish. Donc les deux choses, hein, les compartiments importants pour moi pour la structure du swing, ça serait quand même pas mal du demi-coup ou du wedging on va dire, pour vraiment arriver à maîtriser cette partie-là du swing. Pour les enfants, j'aime bien que ça soit le putting parce que ça leur donne quand même une notion pas mal de la grip et orientation de la face de club, donc ils arrivent facilement en fait à comprendre que en tournant les mains comme ça elle va à gauche, en tournant comme ça elle va à droite, puis il y a du contact quand même, c'est assez facile. Donc sur les enfants, j'aime bien quand ils sont très jeunes leur faire commencer plutôt par pas mal de putting et puis après passer sur effectivement ce que je viens de dire sur des demi-coups, et voilà. Et après moi je fais très vite passer les débutants sur tous les clubs, c'est-à-dire qu'ils tapent très rapidement le driver pour effectivement faire progresser le swing un peu dans tous les compartiments de jeu en même temps. Ok, alors prochaine question qui vient de Jugolfit. On parle souvent de faire un fitting et étalonnage des clubs. Qu'en est-il du choix des balles ?
Je reprends donc sur le choix des balles. Donc effectivement, on dit souvent de faire un fitting et un étalonnage des clubs. Oui, donc ça c'est important effectivement. Moi, j'en fais souvent avec mes élèves sur les étalonnages de clubs, donc c'est très important. Je confirme. Quel est-il du choix de balles ? Le choix de balle, il doit être déjà d'écouter notre épisode qui traite ce sujet je crois que c'est dans le fitting. Non, c'était sur le fitting, là où j'avais posé la question à Vincent, qui est Vincent Delmas, qui avait été avec nous sur l'épisode, de dire que selon moi, en tout cas, un fitting devrait partir du fitting de la balle. Ouais. Donc du choix de la balle, je veux jouer cette balle-là et de construire du matériel autour de cette balle-là. Le problème vis-à-vis de cette manière-là de faire, c'est que déjà, ça veut dire qu'il faut absolument jouer tout le temps la même balle dans une idée de performance optimale, systématique. Et je pense que ça s'adresse quand même à un niveau qui est plus élevé que la moyenne. Je pense qu'effectivement, sur la balle, la première chose à faire, c'est d'arriver déjà à vous approprier une balle, c'est-à-dire que vous choisissez une balle et vous essayez de jouer que cette balle-là, que cette balle-là. Ouais, peu importe un petit peu la gamme au début. Après, dans un second temps, peut-être s'orienter vers une balle, on va dire milieu de gamme en termes, je vais juste vous aider au niveau des prix, mais voilà, une douzaine qui est entre 30 et 40 euros, qui permet déjà d'avoir une balle qui peut être intéressante au chipping parce qu'elle a un peu de toucher, au putting aussi, et qui garde quand même des notions de spin, donc de rotation de balle intéressantes sur le grand jeu. Pas oublier que quand vous faites des fittings, c'est comparé, c'est fait avec, enfin c'est normalisé entre guillemets, comme si vous tapiez des balles premium. Donc si derrière vous prenez des balles de récupération à 5 euros et sans citer de marque, enfin 5 euros, non pas 5 euros, la douzaine, de 5 euros la douzaine, et qui sont des cailloux, bah en fait vous n'allez pas du tout respecter le fitting que vous avez fait. Oui, d'avoir un driver à 800 euros, ça n'a plus aucune valeur en fait. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre, voilà, il y a plein d'offres régulièrement toute l'année sur des 3 douzaines ou 4 douzaines achetées de offertes, peu importe, mais voilà, essayez de garder la même balle, vous trouvez une balle que vous aimez bien et vous l'appropriez. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner sur les balles à un niveau de jeu on va dire entre 10 et 40 quoi. Et ensuite, quand vous arrivez à un niveau, on va dire, un peu plus élevé, orientez-vous peut-être vers une balle plus premium. Et ça, vous pouvez demander à votre pro quelle est celle qui est le plus intéressante pour vous par rapport à vos besoins dans votre jeu. Donc la prochaine question de Julien Bionne. Selon vous, quel club utiliser pour un chip roulé ? Seb ? Eh bien tous. Un chip roulé, c'est pas forcément... selon moi, une des grosses erreurs dans la perception de ce qu'est un chip roulé. Un chip roulé, c'est pas à utiliser avec un club fermé, c'est une balle qui vole peu et qui roule. Alors, c'est pas un top, hein. Mais quand on entend les gens dire les pros, ils font pas de chip roulé, ils utilisent que le 58, enfin que le sandwedge. Bah oui, mais en fait, on peut faire un chip roulé avec un sandwedge. Ce qui compte, c'est la trajectoire, c'est pas le club. Donc, imaginez... une trajectoire type, par exemple, 25 de vol, 75 de roule. Vous pouvez même le matérialiser en mettant un tee à 100% ou le trou à 100% et un tee à 25%. Et en fait, vous pouvez vous rendre compte que si vous manipulez un peu le club, en changeant beaucoup la posture surtout, et les releases, bah en fait, que vous pourriez presque le faire avec tous les clubs du sac. Du fer 3, alors avec les bois, c'est plus compliqué de chipper, mais enfin, en tout cas, en la faisant beaucoup voler. Mais sur un chip vraiment avec un 25-75, vous pourriez le faire avec tous les clubs. Donc, le chipping roulé, selon moi, n'a rien à voir avec un club, ça a que à voir avec une trajectoire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur cette question. C'est vraiment le meilleur club pour faire un chip roulé, c'est celui qui vous permet de faire un chip roulé. Et idéalement, si vous ne savez pas faire avec un 58, bah, cédez avec un 52, si toujours pas, et vous descendez jusqu'à ce que ça soit facile. Mais moi, avant de me voir sortir autre chose qu'un 58 ou un 54... il faut vraiment que ça soit une situation très très spécifique, et pourtant je fais des chips très très bas qui tombent de temps en temps très très proches de moi, mais je préfère manipuler mon 58 ou mon 54 que d'aller prendre d'autres clubs avec lesquels j'ai plus de difficultés de dosage en fait.
Ouais, après, je pense que ça dépend vraiment de votre niveau de jeu. Et voilà, Mais il n'y a pas de club. Il n'y a pas de. Répondre faire 7 ou faire 9, ça Il n'a pas de. Il n'y a pas de club pour le truc. Je pense que malgré tout, je pense quand vous êtes à un niveau, on va dire, en dessous, au-dessus de 10 ou 15, essayez quand même d'explorer ce que disait Seb, de changer l'organisation pour le faire avec plusieurs clubs, comme on l'a dit dans l'épisode du chipping. Mais malgré tout, je trouve que de s'orienter, entre guillemets, dans un club, on va dire, au début, autour du fer neuf, ça va rester le plus simple pour pas trop bouger la mécanique. Vers 9-8, c'est intéressant. Ouais. J'aime pas le club pitch qui est trop le club à tout faire. Ouais, un club entre deux. Et le 7, ça commence à être assez fermé, Ouais. donc il y a une sortie de balle qui peut être rapide. Donc ouais, 9-8 pour tester, mais essayez avec, pas forcément avec tous les clubs, mais vraiment essayez avec d'autres clubs. Est-ce que je suis capable de lui faire 25% de vol pour ensuite arriver à 100%, enfin de roule. Donc essayez avec plusieurs clubs, et comme ça vous arriverez à vous donner la réponse vous-même. Antoine, on a une petite question qui est venue de Clément Grappin, qui nous a dit « Salut les tontons, recommandation d'Antoine sur les exercices putting à faire avec l'école de golf ». Alors, avec l'école de golf, bon, il faut, je pense, différencier l'âge des jeunes à l'école de golf, parce que l'école de golf, ça commence vers 4 ans, 5 ans pour certains golfs, et ça va jusqu'à 18 ans. Moi, je pense que déjà, si on doit parler des premiers moments où vous avez le putter entre les mains, je pense que jusqu'à un certain âge, de toute façon, il faut qu'il y ait beaucoup d'amusement. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeux. Bien évidemment, il faut apprendre, quand quelqu'un commence, notamment un jeune, de savoir comment on tient un club. Mais ensuite, par exemple, s'amuser. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est faire des petites pyramides de balles avec les balles de practice et se mettre à un certain endroit et leur demander de pouvoir dégommer les pyramides de balles. Ça, c'est quelque chose qu'ils adorent énormément. Ou tout simplement, par exemple, mettre 2 plots et leur demander de passer entre les plots. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez drôle à partir du moment où ils sont dans le fun. Je crois que c'est la meilleure façon pour faire des exercices de putting. Après, lorsqu'on commence à évoluer dans l'âge, il y a un moment où on peut commencer à parler un tout petit peu de notions techniques, mais je pense que jusqu'à peut-être 8 ans, 9 ans, je crois qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Je crois qu'il faut vraiment commencer à s'amuser, utiliser des outils pédagogiques, par exemple, pour pouvoir les guider sur le mouvement du putter. On leur demande, par exemple, de faire sortir la balle entre 2 tees ou ce genre de choses. Je crois que voilà, ça devient vraiment très intéressant, mais il faut être vigilant non plus de ne pas être trop vite dans la technique à cet âge-là. Donc faire des jeux mini-golf sur un green en fait. Ouais, voilà, c'est faire des jeux. Des parcours qui vont les amuser. Faire des jeux. Je me souviens plus, je l'ai plus en tête ce jeu. Vous savez, on a des petits anneaux et on doit faire passer la balle entre et on a une espèce de. C'est le croquet. Le croquet. Merci, j'ai oublié, j'avais le criquet en tête, mais tu vois, j'étais un mot près. Oui, il est un peu tard, même si pour moi il est. Tu peux faire des morpions. Tu sais, on voit de temps en temps. Tu peux faire des morpions avec les balles. Mais voilà, c'est exactement ça. Donc je pense que presque tout ce qui sera créatif en fait sera bon, vu qu'on en revient au thème de tout à l'heure sur les cours particuliers ou pas. Il faut surtout les faire marrer en fait, les enfants. Voilà, pour qu'ils aient envie de revenir à l'école de golf et être des golfeurs au fur et à mesure, mais déjà que ça soit trop bien de venir putter quoi. Ouais, il faut pas chercher à trop les mettre dans la technique. Surtout au putting, il faut les amuser un peu parce que sinon. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est de leur montrer des vidéos de comment les joueurs font et les enfants font beaucoup de mimes. Alors je parle vraiment quand ils commencent, hein, et je trouve que c'est de mimétisme. Voilà, pour pouvoir vraiment les aider dans ce sens. Mais en tout cas, dès que ça reste autour du jeu, en tout cas, je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ensuite, une question de Jacob Golfing qui nous demande: est-ce que la stratégie prime sur la technique pour baisser son index ? C'est une question de point de vue. Ça dépend de comment on le prend. La stratégie sans technique, elle vaut pas grand-chose, et la technique sans stratégie, elle vaut pas grand-chose non plus. Donc, pour baisser son index, ça va être de: est-ce que je rate constamment des coups parce que je fais des mauvais swings, ou est-ce que c'est parce que je fous toujours ma balle dans les endroits là où il faut pas. Donc déjà, il va y avoir une analyse du jeu pour avoir une réponse plus personnelle. Je pense qu'on optimise sa technique par la stratégie, si on peut dire. C'est-à-dire que ce que tu es capable de faire avec une bonne technique, c'est grâce à de la bonne stratégie derrière que tu vas pouvoir, entre guillemets, récolter
ce que tu es capable de tu faire vas avec ta technique. optimiser ta Ouais. technique par la stratégie. Ah, stratégie. Ok. Mais après, répondre s'il y en a un qui est plus important pour baisser l'index, non, les deux vont ensemble. Si Moi, tu as je suis- une très mauvaise technique, enfin que tu tapes très très mal, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu peux peut-être arriver à faire quelques scores, mais c'est compliqué de descendre ton niveau de jeu. Par contre, tu peux limiter la casse par la stratégie. Mais par contre, pour moi, le meilleur golfeur en général sera toujours celui qui est le meilleur stratège. Vraiment. ouais, parce que c'est Parce la que personne celui qui qui s'adapte est- à lui-même. en Ouais, fait. tu vois, celui qui est tranquille, que ce soit un homme ou une femme, et qui se dit, de toute façon, qui a conscience de ses faiblesses techniques, moi, ce trou-là, il est super dur pour moi, donc ça a beau être un par 4, mais en fait, je vais le jouer en 6, parce qu'il y a 2 fois de l'eau, et je sais pas comment faire. Et puis, vraiment, je vais faire mes petits sauts de mouche, tu vois, par-ci, par-là, et puis je vais venir poser mes petits pions. Tu fais un petit te 200 retrouves- mètres par 200 mètres. 200 par 200 max. Non, mais même quelqu'un qui tape la balle à 80 mètres, en fait, peut se retrouver à faire 5 sur un trou de 330, 340 ou 300, même 60 mètres, alors qu'elle fait que de 80 mètres en 80 mètres. Mais en fait, hop, et ça se goupille bien, ça a été bien pensé, pouf, il y a un putt qui tombe, et ça fait déjà 5 en fait. Donc quelqu'un qui est très conscient de ce qu'il sait faire. Un golfeur qui se connaît, quoi. Un Ouais, en golfeur fait, pour moi, ce que j'appelle vraiment en fait un golfeur. Un golfeur, c'est pas quelqu'un qui frappe une balle, c'est quelqu'un qui emmène sa balle de point A à un point B, à un point C, et qui le fait en moins de coups possible. Donc, selon moi, un stratège va toujours prendre de l'avance sur un bon technicien. Bon, ça répond quand même du coup à la question sur un avis tranché. On continue avec la question de Goldie RG. La première compétition, à partir de quand et comment ? Alors, première compétition, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de votre envie, ça va dépendre de votre niveau de jeu. Je pense que dans un premier temps, si vous voulez commencer la compétition, c'est être capable de pouvoir toucher régulièrement la balle. C'est vrai que si vous n'êtes pas capable de la toucher comme il faut et de façon régulière, ça va être compliqué. Donc, je pense déjà être capable de pouvoir, tout simplement faire décoller une balle correctement. À partir de quand Du mois d'avril, parce qu'avant, il fait froid. Non mais c'est vrai déjà, parce qu'on a des compétitions d'hiver, mais pour quelqu'un qui veut commencer ses compétition compétitions... au mois de février. Bien sûr, je pense qu'aussi c'est bien de commencer ses premières compétitions dans des conditions optimales, donc au moins quand le printemps arrive ou quand les conditions sont correctes. Mais en tout cas, à partir de quand, surtout quand vous êtes prêt, quoi. Quand vous en avez envie et que il n'y a vous aucune avez votre carte obligation. verte. Il n'y a aucune obligation en soi. Vous avez votre carte verte et que vous dites, allez, on y va, quoi. Ouais, non, il n'y a vraiment aucune obligation de faire sa première compétition ou pas. Il y a des personnes qui ont envie d'en faire très vite et d'autres qui n'ont pas du tout envie d'en faire. Donc c'est très personnel. À partir de quand ? Je pense qu'il parle à partir du moment, quel niveau ? Moi je pense qu'à partir du moment où vous arrivez à clôturer un parcours et que ça ne soit pas une épreuve insurmontable. De faire régulièrement des doubles, des doubles voire des triples parce que ça compte. C'est ça. Et puis, par rapport aussi au et comment, ne pas oublier, je ne sais pas si c'est généralisé, mais ne pas oublier qu'il y a beaucoup de compétitions pour les plus de 35 d'index qui se jouent sur 9 trous. Ouais. Sur des compacts aussi. Moi, j'ai commencé comme ça le golf à l'époque. Nous, de 36 à 54, on était même obligé de jouer que sur 9 trous. Et vu que moi, en plus, j'étais gamin, c'était vachement bien parce que moi, en fait, 18 trous, j'aurais fini lessivé. Et je pense que sur 9 trous, ça permet ça permet de tranquillement mettre le pied dans la compétition et surtout le golf compétitif n'est pas obligatoire. Il ne faut pas se sentir obligé de faire des compétitions. C'est vrai que de temps en temps, il y a des golfs qui demandent un index minimum pour pouvoir jouer dessus. Donc d'avoir fait quelques compétitions pour descendre en dessous de... C'est 28 généralement. 36 ou 28. 28, t'es sûr de jouer quasiment partout. Je crois qu'à l'étranger, il y a même quand même 2-3 golfs à 24 dans ces eaux-là. Mais voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de pression à se mettre dessus. C'est vraiment une question de timing. C'est quand on le sent. Moi, je pense sur 9 trous, c'est une très bonne idée. Et puis vous pouvez aussi commencer par des compétitions entre guillemets non officielles. Vous pouvez commencer par faire un double avec votre pote, un scramble. Voilà, ça permet de mettre un peu le pied dans les compétitions, de voir un petit peu quand ça compte, l'ambiance un peu de compétition. Donc de commencer, je dirais même ça comme conseil, si vous voulez commencer par une première compète. Alors pas par la coupe des ménages parce qu'il y a un avocat qui attend tout le monde pour les divorces à la fin. Mais une petite compète en double, en scramble, magnifique petit scramble pour commencer. Ok, prochaine question de Antoine Basse. Est-ce que vous avez chacun un drill vers lequel vous retournez quand ça va mal ? Je vais
pondre, Ouais, vu que vous, il y a prescription, du coup, maintenant. Maintenant, Mais- nous, on a 3 balles pour trouver un drill et puis on y va, quoi, c'est parti. Moi, très souvent, ça vient d'une faute de rythme. Donc, effectivement, quand je sens que je frappe moins bien la balle, automatiquement, je vais faire un exercice que j'aime beaucoup, qui est de m'arrêter en haut du backswing et d'attendre une espèce de demi-seconde, une demi-seconde à une seconde, et ensuite de renvoyer. Moi, ça me permet d'améliorer justement mon timing dans le début de la transition et de pouvoir prendre le temps de swinger. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fautes de rythme qu'il y a véritablement de fautes de technique dans le swing, parce qu'on a tous beaucoup d'erreurs techniques si on les prend vraiment de manière très académique. On va avoir beaucoup d'erreurs dans tous les swings de golf, mis à part quelques très très rares exceptions. Ah, me regarde pas comme ça. Non, je pense, tu vois, alors c'est un peu le même profil physique, mais je pensais à Adam Scott. Ouais, merci. Après, bon, avec Max Homa, vous ressemblez moins, mais il y a aussi quand même un côté pureté technique. Mais bon, il n'y a pas grand monde. Il y a des swings de Tiger, je trouve, très proches de la perfection académique, mais il y a toujours des erreurs. Donc, ce qui va faire que les erreurs de swing se compensent, ça va être un bon timing. Et moi, je pense qu'on ne parle pas assez justement du bon timing, du bon rythme. On dit jamais ah ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bien joué, je sentais que je montais le club plus à l'extérieur. Et puis du coup, c'était mieux. Non, on entend quasiment tout le temps, à tous les niveaux. Aujourd'hui, J'étais dans le rythme. j'avais un bon rythme, je me sentais bien. Donc c'est du plaisir et du rythme, plus que de la face fermée. Même si votre face, c'est la plus fermée du monde au début du backswing, si ça se trouve, elle sera parfaite au moment de l'impact si vous avez un bon timing. Mais ça permet de gommer quand même vachement Beaucoup d'erreurs. Ça permet de les d'erreurs de compenser. swing. C'est la mécanique c'est tout tourne. Elle n'est pas parfaite, mais tout tourne. Top, pop. Et il faut juste que ça soit bon au moment de la delivery position jusqu'au début du... Ce que j'appelle le cœur du swing, c'est ça. Ouais, moi c'est un poil plus bas. Moi je mets le club, tu vois, quand le club est parallèle, ça c'est la delivery position, quand le club est parallèle et quand il revient à la parallèle après. Tu vois, le mouvement qui est en train de faire le club dans cette zone-là, mais plus basse, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment ça. Pour moi, les 180, j'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure. Ouais, mais parce c'est que tu vraiment. disais à mi-montée. Ouais, alors mi-montée. Et mi-montée, le club il va être à 90, alors que moi je le mets justement parallèle au sol en bas. Ouais, moi je le mets là, la mi-montée avec le demi-club. Ça c'est une MeToo. C'est une MeToo, elle est tout au milieu de tout que tu me montres. Mais je suis d'accord que c'est vraiment des éléments. Nous, on joue moins, en tout cas, on s'entraîne moins avec Antoine, mais quand on joue, moi, je sais que j'essaie de faire vraiment. J'ai un exercice que j'aime bien faire, qui est un exercice de step. Qui me permet en fait de faire des mouvements de pied en même temps que je suis en train de faire mouvement mon swing, et ça permet justement de retrouver cette synchronisation et cette coordination qui se passe entre le haut et le bas. Moi j'ai souvent le haut qui part vite, donc d'essayer en fait de réveiller un peu le bas du corps et d'arriver à le synchroniser de façon harmonieuse avec le haut. Donc voilà, moi c'est mon petit drill, ce que je fais sur quelques balles qui m'aident à le retrouver. Parfois sur le parcours ça m'arrive de le faire aussi. Ouais, complètement d'accord avec vous les gars. Dans les périodes où ça n'allait pas, parce que j'ai l'impression qu'on demande des drills aussi qui peuvent être personnels, moi je ralentissais le rythme. Effectivement, je sentais que j'avais beaucoup de décoordination. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que si j'avais l'habitude de prendre un fer 7, je prenais juste un fer 6 en le swingant un petit peu plus calmement. Du coup, ça me permettait d'optimiser mes contacts, parce que quand effectivement, comme tu disais Kevin, toi c'est le haut du corps qui avait toi, tendance... c'est sur le parcours là, tu dis. Ouais, exactement. Donc moi j'avais juste tendance là, parce qu'il disait quand ça va mal, donc bon, ça peut être quand ça va mal d'une façon c'était un générale, drill, tu vois, j'imaginais que c'était un exercice, tu sais, quand ça va pas bien, refaire ça. Mais c'est intéressant sur le parcours. Voilà, parcours, ça peut être aussi sur le practice tout simplement. Moi je ferme les yeux sur le parcours. S'il te plaît. Donc non, voilà, prendre juste un club au-dessus et essayer de le swinger beaucoup plus calmement, parce que ça me permettait d'avoir des meilleurs contacts et pouvoir être du coup beaucoup plus efficace sur le contrôle de mes distances. Voilà. Et enfin, nous allons terminer sur une question qui est de Van Baxvi. Bakshi. Oui, ou Baxvi, voilà, je dis ce que je veux, de toute façon, si je suis français, je dis ça, bref. Ou Vamba 16, XVI, tu vois, à la fin, ça pourrait être 16, comme Louis XVI. Exactement, voilà, faisons-le comme ça. Donc le roi Vamba nous a écrit. Qui nous demande si est-ce que nous allons organiser une compétition avec nos followers, avec nos tontons golfeurs. Eh ben, c'est effectivement une piste. On a plusieurs idées de formats. Pas sûr que ça soit pour 2025, parce que ça s'organise quand même bien à l'avance,
Et 2025, c'est demain. Donc, ouais. Et Antoine a un rendez-vous chez le dentiste aussi, je crois, donc on peut. Donc voilà, on a envie de faire un truc bien. Donc du coup, voilà, vous en saurez plus, je pense, en 2025, mais ça sera peut-être pas pour 2025. En tout cas, 2026, c'est sûr. Il y aura avec vos tontons. Un événement de tonton. Un événement tonton. Voilà, si c'est avant, de toute façon, vous serez au courant, puisque vous nous suivez sur les réseaux. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à nous soutenir toujours. Et en nous posant vos questions, on était ravis aujourd'hui de pouvoir le faire. En tout cas, ouais, c'était moi, sympa. par rapport aux événements tonton, ne pas hésiter aussi, parce que par exemple, toi, je sais que Antoine, tu as eu des auditeurs qui sont venus te voir déjà au putting, Kevin qui sont venus te voir. Donc, vous pouvez prendre des cours aussi en région parisienne avec Kevin et Antoine. Donc, Kevin au golf de Paris-Longchamp, Antoine, toi, tu es à la Boulie. Donc, faut pas hésiter non plus. Voilà, si vous voulez rencontrer des tontons pour prendre des cours avec eux, ou moi je fais que des parcours accompagnés, je donne pas de cours en région lyonnaise et selon mon calendrier, donc moi c'est plus compliqué, donc c'est pour ça que je mets plutôt l'accent sur Kevin et Antoine. N'hésitez pas, je crois que ceux qui sont venus vous voir sont revenus, je pense que c'est bon signe, ou mauvais signe c'est que vous les avez pas soignés. Ouais, non, mais en tout cas ils nous écoutent toujours. Ils écoutent toujours. Ils nous écoutent toujours et c'est bien ça le principal. Donc faut pas hésiter à nous contacter pour ça. Si vous avez envie de mieux putter ou mieux frapper la balle grâce au tonton. Ouais, c'est une bonne résolution pour 2025. De plus contacter les tontons. Donc évidemment, on avait de nombreuses questions encore. On a dû faire un choix cornélien pour arriver à choisir. On en discutait tout à l'heure. Je pense on fera un second épisode avec toutes les questions qui restent. Voilà, donc on essaiera de répondre à tout le monde. On va peut-être même l'enregistrer très bientôt, ouais. Et on va le garder en backup voilà, pour vous le sortir très bientôt. Mais voilà, on répondra à tout le monde un maximum. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous relancer, à nous envoyer votre question. On vous répondra en perso comme on le fait sur les différents supports, que ce soit via les mails ou sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. C'était sympa les gars de parler un peu à nos auditeurs aujourd'hui, qu'on remercie parce que là on clôture cette année avec cet épisode. C'était une super année, une belle voilà, c'était un petit challenge qu'on s'était lancé de faire ça ensemble, et puis finalement c'est devenu plus que sérieux parce que ça prend bien, on est content, vous êtes beaucoup à nous écouter, ouais, de plus en plus. C'est grâce à nous, mais c'est aussi beaucoup quand même grâce aux gens qui nous écoutent, parce que si vous étiez 12 à nous écouter, ça nous amuserait, mais peut-être pas d'en sortir autant et aussi régulièrement et de se tenir un mardi sur deux et d'en avoir fait 26 en un an. Donc déjà merci à tout le monde de nous écouter, quand on nous croise. Moi, même sur des tournois à l'étranger, on est venu me voir en me disant salut tonton, donc c'est quand même assez amusant. Vous, je sais que dans votre quotidien, vous croisez beaucoup d'auditeurs, donc ouais, c'est cool aussi. C'est vachement sympa ça. Ouais, c'est hyper sympa. Donc merci beaucoup à tout le monde pour tout ce que vous pouvez nous faire partager au quotidien. Donc voilà, comme le dit Kevin et Seb, on peut donner l'exclusivité que l'on continue en 2025. C'est bien ça les gars ? Ouais, c'est une exclue sur les tontons golfeurs. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à ça. Comme on l'avait dit au départ, c'est une aventure qui est avant tout amicale. Et pour rendre au golf ce qui nous a rendu, il y a plusieurs personnes qui nous ont aidés, plusieurs acteurs tout au long de notre carrière. Et je pense qu'aussi pouvoir partager tout ça avec vous et vous aider avec nos propres audios et les quelques vidéos que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, qui sont plus un côté interactif. En tout cas, on essaie de vous le rendre le mieux possible. On vous souhaite déjà forcément à toutes et à tous un très bon réveillon pour ceux qui ont eu le courage de nous écouter sans se faire engueuler par leur moitié qui ont réussi à nous écouter ce 31 décembre. Ça se trouve, il y en a qui vont nous écouter à 2h du mat le 1er janvier. À minuit. Ils vont le garder, tu vois, à minuit, et hop, ça y est, on commence l'année avec les tontons golfeurs. Ça serait dommage, mais après Arthur, sur la 1, tu changes, on met les tontons tous ensemble. Un grand merci à vous en tout cas. On remercie au passage nos sponsors qui ont été présents cette année avec nous. Incroyable, ouais, merci à eux. Donc un grand merci à Callaway qui nous a fait confiance dès le début de ce projet. Un grand merci évidemment à Golf Planet et aussi à Christian qui a rendu ça possible. Donc un grand merci
aussi à lui pour Golf Planet parce que c'est un super média, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est gratuit. Téléchargez l'application, inscrivez-vous à la newsletter. Et évidemment, un grand merci aussi à Wally Clubmaker pour moi tout le partage et tout ce qu'on fait ensemble toute l'année. Et puis pour les tontons, pour tout ce support vidéo qui est un gros travail dans l'ombre. Donc un grand merci à eux. On vous souhaite déjà à toutes et à tous une très très belle année 2025 en avance. Ouais. Pour ceux qui nous écouteront en 2025, on espère qu'elle a bien commencé. Merci à tous les deux, mes très chers amis. Merci les loulous, merci pour cette année. Merci les gars. Ouais, vivement 2025. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, en ce 31 décembre. On espère que d'avoir pu répondre à vos questions était cool. Vous êtes contents qu'on vous lise, qu'on vous réponde. Comme le disait Kevin tout à l'heure, et comme on le dit à la fin de chaque épisode, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou par mail. On vous répond. Donc l'adresse mail, c'est lestonsongolfeurs@gmail.com. Sur les réseaux sociaux, on est partout, donc @lestonsongolfeurs. N'hésitez pas, il y a toujours un de nous trois qui est disponible sous 48 heures pour vous répondre. Si ça nécessite 2 heures d'enregistrement de podcast pour répondre à la question, on va peut-être avoir du mal. Mais pour tout ce qui est assez rapide, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir vous aider dans notre jeu de golf. Les gars, une très belle année, une très belle soirée déjà à vous. Et puis à très bientôt. Et puis, comme on dit, à À l'année prochaine. À l'année prochaine pour un prochain épisode des Tontons Golfeurs.